Bonjour, bonjour à toutes et tous. Nous sommes très contents de vous retrouver pour ce webinaire mensuel de Data Grand Test qui va traiter aujourd'hui du PCRS. Nous sommes déjà un certain nombre en ligne, donc on va essayer de démarrer parce qu'on a un programme assez chargé. Un petit rappel en introduction sur ceux qui connaissent déjà l'événement, hein, mais les webinaires du jeudi, en général le premier jeudi de tous les mois, uniquement 1 heure, et toujours en lien avec un sujet data, géo ou pas. Voilà. Et petite information pour la rentrée, donc tout début septembre, pour l'instant nous avons prévu un webinaire sur le sujet des solutions SIG open source. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire également pour ce webinaire. Juste avant de commencer, petite question un peu technique et pratique pour que ça se passe bien. Si vous avez la possibilité de privilégier le navigateur Chrome, c'est toujours mieux, parce qu'on sait qu'il n'y a quasiment pas d'anomalie normalement avec ce navigateur-là, quand on utilise Livestorm. Pour les questions, l'idéal, c'est pour nous que vous utilisiez plutôt l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran, parce que ça nous permet de prendre quelques questions à la fin des interventions et de garder une trace aussi de celles qui ont été posées pour lesquelles on n'aura pas forcément le temps de répondre, mais auxquelles on répondra sous forme de FAQ dans les jours qui viennent. Et n'utiliser l'onglet de chat que pour discuter entre vous. N'oubliez pas également que vous pouvez retrouver les supports de tous ces webinaires sur le site Data Grand Test et en général également sur la chaîne YouTube de Data Grand Test. Le programme de cette matinée jusqu'à midi, on va avoir 4 interventions. La première par Jean-Pierre sur un état des lieux et des perspectives sur le PCRS dans le Grand Est. Ensuite, Rosen de la NCT interviendra rapidement sur le contexte plutôt national des projets PCRS. Et ensuite, on aura 2 interventions, l'une de l'IGN et l'autre de Birdia. L'IGN nous présentera son offre concernant la production et la diffusion du PCRS. Et Birda nous présentera des usages dérivés du PCRS. Donc, je laisse la parole à Jean-Pierre. Si tu veux bien, Jean-Pierre, prendre la main sur ta présentation. Oui, merci Bruno. Je continue avec ma présentation. Donc, je vais partager mon écran. Il y avait une question de Nathalie Desjours. Je ne sais pas si c'est elle seulement qui a un problème. Est-ce que vous arrivez à bien visualiser le contenu qu'on partage actuellement sur l'écran ou c'est trop petit pour vous? En tout cas, n'hésitez pas à le signaler. Et moi, je vais partager mon écran pour... Voilà. Est-ce que vous visualisez bien mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Parfait. Merci Bruno. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter... Aujourd'hui, je vais vous présenter le bilan régional 2024-2025 et les perspectives à venir pour le projet PCRS dans la région Grand Est. Tout d'abord, il faut commencer pour parler sur le contexte et la réglementation. En fait, qu'est-ce que ça veut dire le PCRS? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le connaît. Donc voilà, sachez qu'en 2008, il y a eu plus de 100 000 incidents liés au projet d'entretien des réseaux aériens et souterrains. Donc, c'est l'équivalent à 400 par jour de travail, donc c'est assez beaucoup. Et c'est pour cela que depuis 2012, et le 1er juillet 2012, il y a eu une réglementation qui a été créée pour les travaux à proximité des ouvrages, donc afin de réduire justement le nombre d'incidents. Donc, cette réglementation a été aussi connue comme la réforme anti-endommagement ou la réglementation DTDICT, ce qui veut dire déclaration de travaux, déclaration d'intention de commencement des travaux. Et tout cela a été en 2012. Mais les acteurs se sont rendus compte que les exploitants des réseaux continuaient encore à travailler avec différentes références géographiques pour géoréférencer les réseaux souterrains. Donc, ils utilisaient différents fonds de plans avec différentes résolutions, différents systèmes de projection, etc. Et malheureusement, ça provoquait encore que les accidents ou les incidents existent encore.
Et c'est pour cela qu'en 2015, il y a eu une modification de l'article 7 pour améliorer la géolocalisation des ouvrages. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont introduit le PCRS. Mais qu'est-ce que c'est le PCRS en fait? C'est le plan de corps rue simplifié. Et c'est la couche qui va servir de référence pour référencer les réseaux souterrains ou aériens. Je répète encore une fois, c'est une couche, c'est le référence topographique. Ce n'est pas la carte dessinée avec le réseau au-dessus, c'est simplement l'image. Parce que le PCRS, sachez qu'il peut être de type vectoriel ou de type raster. Donc, dans les deux cas, si par exemple on a un PCRS vecteur, il sera des points, des lignes et des polygones. Si c'est un PCRS raster, ça sera une image à une résolution de 5 cm. Pour que vous ayez une idée, je vous montre l'orthophoto de l'IGN qui a une résolution de 20 cm à gauche et l'orthophoto du PCRS de 5 cm de résolution. Donc, on a la même image du même endroit, mais avec une résolution beaucoup plus fine qui permet aussi aux collectivités qui produisent le PCRS d'utiliser cette orthophoto pour d'autres fins, parce que le PCRS, il n'est pas uniquement réservé aux exploitants des réseaux ou à géoréférencer les réseaux souterrains ou aériens. Et donc, pour les deux cas, soit le vectoriel ou raster, sachez que la précision doit être au moins de 10 cm et que, encore une fois, le but de créer le PCRS, c'était d'améliorer la sécurité, utiliser un plan de base commun pour les exploitants des réseaux afin d'améliorer la sécurité pour les opérateurs. Et finalement, sachez aussi que la réglementation indique qu'à partir de janvier 2026, l'utilisation du plan de corps rue simplifié, c'est obligatoire pour les exploitants des réseaux, en fait, tant qu'il existe dans les territoires où ils vont faire les travaux. Et sachez aussi que la production du PCRS est déléguée aux collectivités territoriales. Donc voilà, je viens d'expliquer de manière très, très simple le PCRS et la réglementation et la genèse du PCRS. Et maintenant, passons au bilan vraiment de l'avancement des projets PCRS dans les grands tests. Pour cela, je vais commencer pour vous expliquer les 4 phases qu'on a identifiées pour les projets PCRS. Donc, on a une première phase qui est la phase d'investigation où on a les acteurs qui se posent déjà autour de la table, où il y a déjà un acteur identifié qui se lance comme porteur de projet ou comme l'entité qui va porter un projet à l'échelle d'un EPCI ou à l'échelle d'un département. Et donc, c'est une première phase. Et dans cette première phase, qui est la phase d'investigation, on a une petite partie de la Moselle qui représente 100% du territoire de la région Grand Est. Ensuite, dans la deuxième phase, qui est la phase de la production en cours, c'est-à-dire où il y a déjà un vol planifié avec une date où les coordinations sont déjà très abouties avec les prestataires pour faire les travaux de la production du PCRS. Et pour cette phase, on a par exemple identifié le département de l'Aube, et les syndicats d'électricité des Vosges aussi pour les 88, et 3 EPCI qui se sont mis ensemble à travailler, qui est le bassin de Pompéi, Mademoiselle, les Grands Couronnés, et Mulhouse-Alsace agglomération. Et on a au total, ces territoires que je viens de nommer couvrent 23% de la région Grand Est. Ensuite, on a la phase de contrôle en cours, ce qui veut dire qu'une fois que le PCRS a été produit, il faut faire des corrections, des petits ajustements, parce que l'orthophoto qui a été produite n'est pas de très bonne qualité parfois parce qu'il y a des erreurs, etc., où il faut ajuster quelques paramètres. Bon, c'est une phase qui prend un peu du temps et on peut identifier les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne, une partie de la Moselle aussi, et la communauté des communes des Tancernet. Et on a en total 36% de la région Grand Est qui se trouve dans cette phase. Et finalement, la phase de disponibilité, c'est-à-dire le PCRS qui est déjà disponible à 100% pour le territoire. Et on a 7% de la région Grand Est qui a déjà un PCRS qui est disponible.
qui est le cas, par exemple, pour Colmar, pour l'Eurométropole de Strasbourg, Haguenau, Hanau-la-Petite-Pierre ou une bonne partie de la Moselle aussi, ou l'Eurométropole de Metz ou la métropole du Grand-Nancy. Donc, au total, si on fait un bilan, on a 71% de la région qui a des projets PCRS qui se trouvent dans une de ces 4 phases et qui voilà, sont soit en train de se produire, de se contrôler, de faire des petits ajustements ou qui est déjà disponible. Par contre, on a encore un 29% du territoire de la région qui n'a pas du tout de projets PCRS. Et pour cela, il faut les identifier parce que, comme vous voyez ici à la carte, on a vraiment des zones blanches, on va dire, où il n'y a aucun acteur qui s'est positionné encore comme porteur de projet ou comme responsable pour mener à bien un projet de type PCRS. Et on les a identifiés, par exemple, on a le département de la Meuse qui représente 11% du territoire. On a la Meurthe-Moselle aussi avec 7%. On a le Bas-Rhin et le Haut-Rhin qui font 11% aussi. Donc, au total, voilà, on a le 29% qui reste encore. Et c'est vraiment des territoires qui n'ont pas du tout encore identifié des acteurs, des collectivités qui veulent porter un projet PCRS. Et je vais vous présenter aussi les projets PCRS qui ont été financés par le Fonds FEDER. Sachez que le Fonds FEDER, c'est un fonds européen qui peut financer jusqu'à 60% des projets PCRS, mais pas uniquement du PCRS, mais on parle actuellement du PCRS. Donc voilà, il finance aussi des projets PCRS jusqu'à 60% et avec certaines conditions, par exemple d'éligibilité, comme par exemple que la donnée produite soit en open data et qu'il soit diffusé et distribué par DataRantes. Et sur la carte, on a par exemple des projets qui ont été autofinancés, comme le projet de la métropole de Metz à Colmar ou la métropole de Strasbourg. On a aussi des demandes en cours du FEDER et on a aussi des collectivités qui ont déjà reçu une partie du financement du FEDER. Donc, si on les traduit ça en chiffres, on a à peu près 1 million d'euros qui se trouvent dans la phase d'instruction, qui est la première phase où les acteurs font la demande du fonds FEDER et le FEDER doit décider en fonction de l'information envoyée par l'acteur ou la collectivité s'il mérite ou pas la subvention et à quel montant aussi. Donc, pour l'instant, il y a 1 million 200 000 euros qui se trouvent dans cette phase. Ensuite, on a la programmation, c'est-à-dire 600 000 euros se trouvent déjà dans une phase de programmation, c'est-à-dire qu'il y a une date déjà à laquelle va être versé le montant du fonds FEDER. Et finalement, il y a plus de 3 millions d'euros qui ont été déjà attribués à différents acteurs. Voilà pour le fonds FEDER. Et on va faire aussi un bilan de la feuille de route parce qu'il y a un groupe de travail au sein de DataRantes qui travaille depuis 2018 et que je pilote depuis l'année dernière. Et sur la feuille de route qu'on a établie entre 2024 et 2025, on a fixé différents objectifs et on va vous expliquer les actions et les résultats qu'on a obtenus. Donc, pour le premier objectif, par exemple, qui était l'accompagnement et la coordination de la mise en œuvre du PCRS dans la région Grand Est. Et on a fait des réunions semestrielles, d'heures de travail, plus des réunions locales pour faire un focus sur les acteurs qui se trouvent dans la zone blanche. Je viens de vous montrer, par exemple, le cas de la Meuse. On a eu des réunions avec quelques membres du conseil départemental et d'autres acteurs aussi des CPCI, des collectivités dans ces départements. On a eu aussi des réunions avec quelques acteurs de la CEA et voilà, pour essayer de promouvoir la production de ces projets, du projet PCRS au sein de chaque collectivité. Aussi, comme deuxième objectif, on fait toujours la promotion du fonds FEDER. Comme moi, je viens de le dire tout à l'heure, c'est un fonds qui va subventionner jusqu'à 60% d'un projet PCRS. Et pour l'instant, il y a plus de 3 millions d'euros qui ont été déjà attribués sur 5 millions et demi du plan de financement pour les projets PCRS uniquement au Grand Est. Comme troisième objectif, on a la valorisation des services de DataRantes
Et sachez que Datarantes peut servir d'infrastructure d'hébergement et de diffusion des données PCRS pour les bénéficiaires uniquement du fonds FEDER. Parce qu'on a entendu qu'il y avait des acteurs qui avaient des problèmes techniques suite au grand volume de données qui peut devenir hébergé un produit PCRS. Donc voilà, Datarantes va servir comme infrastructure d'hébergement pour ces données uniquement pour les acteurs qui ont été financés qui ont reçu un financement d'aide du fonds FEDER. Et finalement, faciliter l'échange et la mutualisation des expériences et d'actualités sur les PCRS. Sachez que Datarantes travaille sur la création d'un nouvel espace collaboratif sur sa nouvelle plateforme qui sera déployée fin de l'année et qui permettra aux acteurs de pouvoir partager et publier des actualités sur les PCRS comme si c'était un espace collaboratif. Donc voilà. Et pour finir, les perspectives pour les PCRS dans les grands tests, les prochains objectifs, on va organiser une réunion en octobre où on va faire aussi comme cible la coordination et la mutualisation des travaux entre les acteurs identifiés dans les zones blanches. On va mettre en ligne encore de nouvelles données PCRS qui ont été produites par différents acteurs qui ont été financés par les PCRS et ces données seront publiées sur Datarantes en Open Data. Et finalement, on va créer un visualiseur cartographique interactif qui va permettre aux acteurs de visualiser le PCRS qui se trouve disponible sur la région Grand Est et qui sera aussi possible de télécharger grâce à cet outil qu'on va créer. Donc, les acteurs pourront télécharger les données en Open Data sans aucun souci. Merci pour votre attention. Bruno, je te laisse. Merci, merci Jean-Pierre. Donc, on va essayer de faire vite sur les questions. Il y a une question de Cécile Albrecht. Le PCRS de Colmar est-il disponible et où? Oui, le PCRS de Colmar, à ma connaissance, il a été déjà produit, mais comme moi je l'ai dit, c'est un des projets qui n'est pas produit ou qui n'a pas été financé du coup pour un fonds FEDER, et donc ils n'ont pas l'obligation de produire ou de diffuser ces données en Open Data. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur les produits, sur les données PCRS qui ont été produites à l'échelle de Colmar, il faut s'adresser à la collectivité pour voir de quelle manière obtenir ces données. Ok. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'il soit quand même catalogué dans le catalogue Data Grand Est, même s'il n'est pas diffusé et accessible. Oui, c'est vrai. Ok. Et la deuxième question, Mathieu Auger, est-il correct de dire que même sans être financé par le FEDER, un PCRS devrait être diffusé en Open Data? Tu peux me répéter la question, s'il te plaît, Bruno? Est-il correct de dire que même sans être financé par le FEDER, un PCRS devrait être diffusé en Open Data? Je sais qu'il va être, à ma connaissance, et peut-être je laisse Rosen, peut-être s'il a l'information de me corriger, ils ne sont pas obligés de la diffuser en Open Data. Et par contre, oui, normalement, il devrait être disponible pour accéder à ces données sur une plateforme et ça dépendra de l'acteur ou de la collectivité qui a produit ces données de gérer ce téléchargement ou cet accès à cette information. Mais il me semble qu'il devrait être référencé au moins pour savoir qui a été produite cette information, mais ce n'est pas une obligation de la produire en Open Data. Voilà. Si je peux me permettre d'intervenir. En fait, donc en janvier 2023, donc nous avions eu une réponse en fait de l'administratrice générale des données qui nous avait bien indiqué dans sa saisine que le PCRS est un document administratif communicable à tous qui doit être publié en ligne et que cette publication ne peut pas être différée. Donc voilà la réponse que nous avions eue. Ok, merci Rosen. Très bien. Je ne prends pas la dernière question de Christophe Deis. On y répondra, on testera. Apparemment, il y a un petit souci d'affichage
des données de l'ortho de Hanau. On regardera ça. OK, Ok, je vous propose de passer à la présentation, à l'intervention assez rapide de Rosen. Mais Rosen, on te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Bruno. Donc en fait, les activités de la startup PSRS ont repris donc, depuis la mi-mai. Donc en fait, on a repris les activités telles qu'on les avait menées donc, sur les 2 dernières années, en sachant que cette année, on va vraiment dans les premiers mois s'intéresser aux zones blanches. Notamment donc, en ayant un accompagnement, je dirais, au plus près des territoires, un accompagnement qui sera peut-être un petit peu différent que celui qu'on a eu précédemment. Donc, l'idée, c'est peut-être d'aller sensibiliser les élus et les décideurs aux enjeux de déploiement des PCRS sur leur territoire et d'identifier en fait vraiment des solutions très locales dans lesquelles on va aller vraiment regarder quels sont les leviers de déploiement qui peuvent être spécifiques à chacun des territoires en matière de financement, en matière de mobilisation des acteurs, des différentes collectivités territoriales. Donc, nous, aujourd'hui, on se propose dans les prochains mois de vraiment cibler et de centrer notre activité sur ces territoires qui sont encore aujourd'hui en cours d'investigation et qui ne se sont pas encore positionnés pour réaliser leur PCRS et de les accompagner dans les premières réunions, s'ils le souhaitent, pour mobiliser les différents acteurs et éventuellement les différents financeurs avec lesquels nous sommes en relation. Donc, le 26 septembre, de 10h à 12h30, on organisera justement un webinaire qui sera spécifiquement donc, dédié à tous les territoires qui aujourd'hui sont encore en zone blanche. Voilà. Merci. Merci Rosen, très bien. Je vous propose de passer à l'intervention de l'IGN, si vous voulez bien. Alors bonjour, donc aujourd'hui on va vous parler donc de l'offre de l'IGN. Alors pas vraiment pour produire les PCRS, mais plutôt ce que l'IGN propose une fois que le PCRS est produit et que les différentes APLC souhaitent le diffuser, les différentes solutions qu'on propose pour vous aider à l'héberger et à le diffuser. Alors, si on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc ça c'est une petite image de présentation. Donc pour ça, donc pour l'offre de l'IGN sur ce sujet, elle concerne principalement deux morceaux. Un premier qui est l'hébergement sur la géoplateforme, donc pour pouvoir héberger les PCRS et les proposer en diffusion sous forme de flux. Et puis ensuite, le flux agrégé, puisque les PCRS ils peuvent être hébergés sur la géoplateforme, mais aussi dans d'autres endroits, comme sur Data Grand Est, ou même sur des solutions tierces. Et du coup, pour faciliter la vie des exploitants, on propose un flux agrégé que je vous décrirai plus tard. Donc déjà, l'hébergement de la géoplateforme. Alors, donc la géoplateforme, c'est un service que l'IGN met à disposition de n'importe qui pour pouvoir héberger et diffuser des données géographiques. Donc pas forcément pour le PCRS, mais on travaille dessus pour que le service soit adapté. Donc cette diapo vous présente un peu les différentes offres que nous proposons. Donc une première offre découverte qui sert vraiment à pouvoir explorer les possibilités de la géoplateforme et voir un peu ce qu'elle permet de faire. Une offre essentielle qui permet vraiment d'avoir un espace de stockage dédié et de pouvoir commencer à diffuser des données, même si pour le PCRS, ce ne sera pas forcément très adapté du fait des espaces disponibles qui sont assez limités pour des données aussi disponibles. Et une offre premium qui, elle, sera plus adaptée et qui permettra aux utilisateurs d'héberger leur PCRS vraiment de manière sécurisée et de publier les données sous forme de flux.
Donc voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Donc, pour permettre aux différentes APLC qui le souhaitent d'héberger leurs données sur la géoplateforme, donc on a réalisé des tests parce que même si la géoplateforme actuellement est en service, elle n'a pas vraiment été testée pour des volumes de données tels que ceux nécessaires pour le PCRS. Donc nous avons pour le moment effectué 2 tests sur une documentation vraiment dédiée à l'hébergement de PCRS sur la géoplateforme, donc avec un jeu de données assez réduit. Donc ça, c'était vraiment pour vérifier que différentes personnes arrivent à prendre en main les outils qu'on leur met à disposition. Donc on s'est porté sur des volontaires venant de toute la France pour effectuer ces tests. Donc ça nous a permis vraiment d'éprouver la documentation et d'accompagner les utilisateurs, de vérifier qu'on avait les cartes en main pour pouvoir laisser les utilisateurs libres. Et actuellement, nous sommes en train de faire des tests un peu plus poussés, du coup en conditions réelles avec le département de la Vienne et son PCRS pour voir ce que ça donne dans des conditions réelles. Et du coup, une fois que les tests auront été validés, on pourra proposer à toutes les APLC qui souhaitent venir héberger leurs données chez nous, leurs propres ressources, leur propre entrepôt sur lequel ils seront autonomes. On pourra les assister bien évidemment pour qu'ils puissent transférer leurs données PCRS sur la géoplateforme et le diffuser sous forme de flux. Donc voilà. En cas d'exemple, voilà ce que ça donne pour un petit PCRS. Donc on a pris l'exemple de la métropole Aix-Marseille qui couvre les 2/3 des Bouches-du-Rhône. Donc on sera dans tous les cas dans l'offre premium, hein, puisqu'on est du PCRS. L'offre essentielle ne permet pas un grand confort. Donc en données totales, on est à 3,3 Tera d'espace utilisé, ce qui montre que les 500 gigas de l'offre essentielle sont quand même très limitants. Et même si une fois la pyramide constituée, on n'arrive plus qu'à 825 gigas. Et donc voilà. Donc ici vous avez quelques chiffres qu'on pourra détailler si nécessaire pour les questions. Et donc actuellement, il y a certaines APLC pour lesquelles l'IGN a contribué à la production des données qui sont hébergées sur la géoplateforme. Et une fois que notre offre sera vraiment disponible, d'ici la fin de l'année normalement, on leur offrira la possibilité soit de rester sur la géoplateforme, auquel cas on pourra les aider à transférer leurs données dans leur data store dédié, soit on leur accorde un délai de grâce pour qu'ils puissent migrer leurs données ailleurs, mais on offrira également la possibilité à toutes les APLC qui n'ont actuellement pas leurs données sur la GPF de venir chez nous et on pourra vous accompagner pour vous aider à mettre les flux à disposition. Donc voilà à peu près pour cette diapo. Et donc maintenant le flux agrégé. Donc l'objectif c'est d'avoir un point d'accès qui soit le plus centralisé possible, puisque suite à la réforme mentionnée par Jean-Pierre en début de webinaire, donc l'IGN a reçu un mandat de la DGPR pour, entre autres, permettre une diffusion simplifiée de tous les PCRS, quel que soit leur lieu d'hébergement. Puisque les APLC n'ont aucune obligation d'héberger leur PCRS au même endroit. Et du coup, donc, l'IGN est en train de travailler sur un flux agrégé qui va lui-même chercher les données
sur leur lieu de diffusion, selon ce qui est rempli dans la base de la NCT. Et on met à disposition un lien unique qui permet aux utilisateurs du coup d'accéder à ce lien unique. Et c'est le flux lui-même, ce lien-là, qui se charge d'aller chercher les données où qu'elles soient. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, ce flux, comment il fonctionne? Donc, une fois qu'une APLC a produit son PCRS et le diffuse sous forme de flux, donc on est le cas en haut à droite, donc elle met à jour, cette APLC met à jour la base de la NCT de suivi des projets, où elle renseigne toutes les informations nécessaires à toutes les informations qui concernent ce flux. Donc, les plus importantes qui sont l'URL qui permet d'accéder à ce flux et le nom de la couche, dans le cas où il peut y avoir, ça peut être hébergé sur une plateforme qui propose plusieurs flux, ainsi que ce dont on a besoin nous, c'est également de mettre à jour tous les différents statuts du projet et du flux. Donc que le projet PCRS soit bien en flux, soit bien indiqué en étant comme disponible, que ce soit bien du WMS, puisque malheureusement, le flux agrégé n'est pas capable de gérer d'autres types de données. Donc ensuite à ça, il y a une moulinette automatique qui va récupérer ces informations, les intégrer au flux agrégé et qui va proposer, donc, comme on peut le voir à droite, un flux unique où sont recensés tous les PCRS, ainsi qu'un graphe de suivi qui permet de voir les différents endroits où des flux PCRS sont disponibles. Parce que, comme on va pouvoir le voir sur la diapo suivante, le flux agrégé, il ne propose pas tous les PCRS d'un coup. Il n'est capable de n'en appeler qu'un seul à la fois. Donc pour ça, on se base sur la zone d'affichage que l'utilisateur souhaite afficher et on va appeler le PCRS qui occupe la plus grande emprise sur ce qui est affiché sur l'écran. Donc comme ça, on permet de n'appeler qu'un seul PCRS et a priori celui qui intéresse l'utilisateur. Et ce qu'on souhaite faire également, c'est d'inclure ce flux dans une pyramide différenciée. Donc ça permet de répondre à plusieurs objectifs. Déjà, permettre la localisation fine de l'utilisateur, puisque pour avoir accès à une commune, si on ne sait pas exactement où elle est, c'est plus pratique. Donc, pardon. Et donc cette pyramide différenciée, elle consiste à une carte quand on est à grande échelle, et plus on va zoomer, au bout d'un moment, ça va être l'ortho-HR qui va s'afficher, et quand c'est disponible, ce sera le flux PCRS. Donc, la carte, comme j'ai dit juste avant, elle permet de localiser l'utilisateur, qui puisse être sûr d'accéder aux ressources dont il a besoin. Ça permet de limiter également la consommation des différents flux en n'appelant pas systématiquement le flux des Hauts-de-France quand l'utilisateur arrive sur une carte de la France. Et le fait d'afficher l'ortho-HR permet également d'obtenir le meilleur fond de plan disponible, qui est l'une des contraintes du PCRS, dans les cas où il n'y en a pas, pour les déclarations de travaux, enfin pour tous les usages liés au PCRS. Donc cette pyramide, elle n'est actuellement pas encore disponible. On espère d'ici cette semaine ou la semaine prochaine. Et en attendant, si des personnes souhaitent voir ce que ça donne, donc il y a l'URL qui s'affiche actuellement, qui est disponible. Et donc voilà pour ce que propose l'IGN. Très bien, merci Erwan. Alors, il y a eu pas mal de questions, de réponses, d'échanges dans la partie questions-réponses. Il y a des intervenants qui ont répondu à des questions. Alors, ce n'était pas spécifique d'ailleurs à la présentation, à votre présentation côté hygiène, mais c'était plutôt un échange sur l'obligation d'ouverture des données PCRS qui fait un peu débat apparemment.
Je ne sais pas, dans la liste des questions, peut-être juste question-réponse là sur quelle fréquence de mise à jour des PCRS, notamment raster, est-ce réglementé? Et quelqu'un a répondu, effectivement, la réglementation dit que le PCRS doit être mis à jour, mais sans en préciser la fréquence. Je crois que c'est effectivement la bonne réponse. Si quelqu'un veut confirmer ou infirmer. Là-dessus, je ne saurais pas dire. Pour les PCRS en eux-mêmes, je n'ai pas la réponse. Guillaume Valta de l'Hygiène, c'est moi qui ai répondu. Oui, c'est comme le PCRS. Hein, on ne dit pas, il n'y a pas de financement de l'État, la PLC n'a pas de définition, la réglementation dit que ça doit être mise à jour, mais il n'y a pas de fréquence. Donc voilà, on est dans le PCRS. Ok. Très bien. Alors, je ne reprends pas l'échange sur les questions-réponses là, sur la partie obligation d'ouverture qui a l'air de cibler un petit peu Colmar et Strasbourg. On essaiera peut-être d'y répondre dans la partie questions-réponses par écrit. Est-ce que... Non, je ne vois pas d'autres questions qui mériteraient d'être partagées là tout de suite. Je vous propose de passer à la présentation, la dernière présentation de Sofiane sur les usages dérivés du PCRS. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Eh bien, super. Eh ben, bonjour à tous. Pour ma part, je suis Sofiane Ladani, je suis un des deux fondateurs de la startup Birdia. Et l'idée ici, c'est de reprendre un peu tous les éléments qui ont été abordés sur le PCRS. Donc, on a vu en introduction que c'était quand même de gros investissements pour les territoires et pour récupérer de la donnée de très, très grande qualité. Et nous, notre positionnement, c'est de venir valoriser cette richesse de pixels avec des usages qui n'étaient pas prévus dans le cadre du PCRS. Donc l'idée, c'est une fois qu'on a acheté cette donnée pour répondre aux obligations réglementaires, comment on peut venir l'amortir pour d'autres usages sur les territoires. Si tu peux passer au slide juste pour une brève phrase pour dire qui nous sommes. On est une jeune start-up, on va avoir seulement 2 ans. On a été formé au commissariat à l'énergie atomique au sud de Paris et on a développé un outil qui va venir faire 2 choses, de la classification de pixels. Au départ, on faisait ça sur des images satellites et maintenant on le fait aussi sur le PCRS. Et on a une deuxième partie qui va permettre vraiment d'écrire dans un langage naturel des règles métiers pour venir, une fois qu'on a détecté des objets, les analyser dans l'espace, dans leur contexte, pour venir créer de l'information qui va permettre l'aide à la décision, à la fois pour des sujets de voirie, d'urbanisme ou de risk assessment de bâtiments. Et tous les modèles, en tout cas tous les usages qu'on ambitionne de vous présenter aujourd'hui, c'est des usages qu'on appelle opérationnels, qui ont déjà été déployés auprès d'autres territoires qui sont en partie cités ici, parce que le PCR offre vraiment un champ des possibles très important. Et aujourd'hui, on n'a pas tout exploité. Donc, on a priorisé les choses. On est toujours parti des usages que nous ont communiqué les territoires. On n'a pas développé un usage en se disant ça peut fonctionner. On est vraiment parti dans le sens inverse. On a dit OK, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui manuellement ou sur le terrain et qui, grâce au fait qu'on soit passé de 20 cm à 5 cm, qui rend cet objet visible, identifiable et analysable sur le PCRS, on peut le faire dorénavant algorithmiquement et plus rapidement à des coûts moindres. Si tu peux passer au slide d'après. Voilà, donc vraiment le point de départ et ce qui rend les choses possibles, c'est vraiment pas de la magie, c'est tout simplement qu'il y a une densité de pixels, Jean-Pierre a un peu évoqué en introduction, par rapport aux données de l'IGN qui donnaient déjà une information supérieure à ce qu'on peut avoir depuis les images satellites.
Là, le PCRS va permettre de voir des objets qui étaient auparavant pas identifiables et surtout va permettre une chose auparavant sur des images satellites ou même sur celles de l'IGN, on peut très bien faire de l'identification, donc pointer l'objet, savoir où il se situe sur une carte. Mais par contre, on ne peut pas le segmenter, on ne peut pas définir exactement sa forme, le contourer parfaitement en détection, ce qui est rendu possible. Là, l'exemple le plus frappant sur cette comparaison d'images, c'est que vous voyez le symbole cyclable. On peut, on va dire avec des méthodes de renforcement de pixels, l'identifier et le détecter dans une box et dire à cet endroit-là, il y a un symbole cyclable sur l'image de droite, mais sur l'image de gauche, on va pouvoir vraiment l'extraire et par exemple, en évaluer son état d'usure. Donc, comparer sa densité de pixels blanche par rapport à un référentiel donné et dire qu'il a un taux d'usure de 20-30%. Donc, ça permet de faire ça à grande échelle sans avoir à aller sur le terrain mapper objet par objet. On peut passer. OK. Donc, l'idée vraiment, c'est de vous donner un peu un aperçu de ce qui peut déjà se faire à date en termes d'usage dérivé du PCRS. Donc, un peu comme ce qui a été évoqué par Erwan, nous, pour pouvoir faire ces travaux, on a besoin simplement soit du flux de l'ortho, soit des dalles. On préfère toujours le flux. Ensuite, il faut définir une emprise de la zone à analyser. Et là, pour le coup, ça peut être une emprise de 1 km jusqu'à 1500 km², par exemple. Et ensuite, il y a un choix du modèle qui va être décidé. Vous allez aussi donner les règles métiers que vous voulez analyser. Donc, les règles métiers, ça veut tout simplement dire, une fois que l'objet est détecté, quelle information dans la table attributeur je souhaite recevoir. Donc, si mon objectif, c'est de détecter tous les trottoirs non conformes à la mobilité réduite parce qu'ils ne respectent pas la largeur d'un mètre 40 minimum, la règle métier que je vais inscrire, c'est de venir identifier tous les polygones de surfacique de trottoir qui ne répondent pas à cette réglementation et la table attributaire aura comme information conforme ou non conforme à l'intérieur. Donc, il y aura 2 couches de données qui seront générées. Si on peut passer. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, le premier cas d'usage avec le PCRS, mais on peut d'ailleurs aussi le coupler à de l'image satellite. Mais nous, notre approche, c'est toujours de venir collecter la donnée sur l'image la plus précise, donc sur le PCRS, pour notamment des sujets de PLU ou de ZAN. De venir, par exemple, sur le PLU, il y a des objets qu'on ne pouvait pas collecter auparavant sur le 20 cm. Si vous avez l'apparition d'une extension de maison qui fait, je ne sais pas, 4 mètres carrés, c'était difficile de l'identifier sur le 20 cm ou sur une image satellite. Là, avec le PCRS, on peut vraiment venir collecter cette information, s'assurer que c'est conforme au PLU et l'identifier comme une mutation entre 2 millésimes d'orthophoto, puisque voilà, on a parlé du fait qu'il y a encore des PCRS en cours de production, mais pour ceux qui ont déjà des PCRS, voire plusieurs mises à jour, ces travaux-là sont rendus possibles et on va pouvoir aussi faire des travaux sur de la recherche, par exemple, de désimperméabilisation. Donc, on va aller détecter des objets sur un territoire. Donc, principalement, à date, ça va être des parkings ou des trottoirs qui vont être 100% artificialisés et en faisant des calculs de largeur. Et on peut derrière venir écrire des règles sur quel est le potentiel de désimperméabilisation qu'on peut avoir sur chacun de ces objets. Ensuite, l'apport du PCRS va venir aussi quand j'ai utilisé dans mon introduction la notion d'amortir son PCRS. C'est que dans la vie d'une collectivité, vous le savez tous, il y a aussi des budgets qui sont alloués à de la relevée terrain, par exemple, qui auparavant n'était pas possible autrement ou avec d'autres méthodes de type drone. Et ce qui peut être fait aujourd'hui avec le PCRS, c'est qu'avec une image à 5 cm, on va pouvoir aussi faire beaucoup de numérisation de patrimoine. Donc ici, je cite l'exemple des parkings, notamment sur la partie stationnement. Donc on va pouvoir venir collecter et individualiser les places de stationnement, les classifier par typologie. Donc
lorsqu'il y a des marquages qui sont identifiés, on va pouvoir dire que c'est une place standard, une place PMR, une place de livraison. Et à l'intérieur de ça, on va derrière venir écrire des règles. Donc là, c'est vraiment un cas réel où sur le parking 100% artificialisé, il y a eu une analyse de potentiel de désimperméabilisation qui a été exécutée pour venir définir les polygones qui correspondent aux places qui devront être derrière végétalisés. Donc maintenant, si on rentre dans un aspect plus réglementaire, donc là, on a évoqué plutôt un usage au tout départ de connaissance du territoire. Dans le deuxième cas d'usage, c'était plutôt un peu de planification. Maintenant, on peut regarder un sujet de conformité. Donc, la loi LOM dit que d'ici 2026, il faut neutraliser tous les masques à la visibilité sur une traversée piétonne. Donc là, il y a 2 méthodes pour le faire aujourd'hui. C'était d'aller sur le terrain en faire du mapping ou alors de faire rouler une voiture en mobile mapping. Ça marche très bien, mais ça prend du temps et c'est plus coûteux. Là, vu qu'on dispose déjà du PCRS à 5 cm, l'idée, c'est d'aller récupérer l'ensemble des passages piétons et de venir écrire les règles métiers derrière qui sont tout simplement reprises du code du CEREMA. Donc, selon la vitesse et le sens de circulation, il faut regarder plus ou moins à 5-10 mètres en amont. Donc, on bufferise autour du passage piéton et ça génère les fameux polygones rouges que vous voyez qui correspondent aux zones à neutraliser. Et ça peut se faire vraiment à très grande échelle et derrière aussi être utilisé ça peut très bien s'intégrer dans des suites logicielles SIG de type Esri, Business Geo, pour que à la fois il y ait une information qui soit mise à disposition des élus pour qu'ils regardent dans sa commune ou autour des écoles qu'il a sous gestion quels sont les passages piétons les plus à risque sur lesquels il devrait prioriser la mise en conformité, ou alors tout simplement mettre à disposition l'outil dans une app pour que soit le prestataire qui va venir enlever ces masques à la visibilité et puisse du coup confirmer que ça a été fait et la retirer comme zone à risque. Donc, bien évidemment, avec la partie avec le PCRS, on va venir faire de la complétude qui peut déjà se faire. Pour le coup, sur la végétation, on peut déjà venir récupérer ces informations-là sur du 20 cm ou sur de l'image satellite. Là, on va gagner en précision sur la partie PCRS et souvent aussi dans les images à 5 cm PCRS, il peut aussi être livré, couplé avec de l'ortho-oblique. Donc, pour compléter la connaissance du patrimoine arboré sur un territoire. Et de notre côté, depuis très peu, et depuis en tout cas la mise à disposition du LIDAR HD de l'IGN, c'est aussi des informations. Donc, en plus de venir collecter avec des modèles d'IA le pixel et le classifier, on va venir aussi ajouter de la donnée LIDAR pour récupérer des notions de Z, donc de hauteur de la végétation. Et le dernier usage donc de l'utilisation de cette richesse de pixels, c'est qu'aujourd'hui, on est en mesure de venir reproduire le raisonnement d'un professionnel de la toiture sur des images PCRS pour venir évaluer l'état du bâtiment. D'ailleurs, il y a une expérimentation en cours avec 3 territoires qui font ça sur l'ensemble des bâtiments qu'ils ont sous gestion, qui sont Cherbourg, Cotentin, Dijon Métropole et le territoire du Sicoval. Donc, sur la base de leur PCRS, l'idée, c'est de venir classifier l'état de leur bâtiment en venant détecter les choses qui ne vont pas, les choses qui peuvent amender très facilement, pour derrière construire un plan de montée en charge et venir vraiment intervenir sur ceux où c'est le plus urgent. Et surtout, ça leur permet de faire quelque chose qu'ils ne faisaient pas, parce que quand on a 1000 bâtiments à faire l'analyse annuelle, parce que c'est une obligation de faire le risk assessment des ERP, en fait, en termes de budget, c'est juste pas
possible de le faire ni par drone, ni en envoyant un humain, alors que là, avec le PCRS, c'est une simple requête sur 1000 bâtiments. Au final, si chaque bâtiment fait 1000 m², ça ne fait pas grand-chose à analyser en surfacique. Et derrière, aller voir, par exemple, uniquement 20% de ceux qui sont les plus problématiques. Et pareil, il y a aussi une expérimentation qui est en train d'être menée sur la même thématique, c'est sur coupler ces analyses de l'état du bâtiment, donc l'état des toitures, avec la solarisation. Donc nous, on ne fait pas la partie cadastre solaire, on vient simplement s'intégrer à un outil et en première étape, on va venir analyser l'état de la toiture, donc récupérer aussi les éléments d'obstacle, et en fait, tout ce qui est en bon état sur la toiture devient de la superficie solarisable. Et enfin, en dernière instance, l'entreprise qui fait justement la génération de ces fameuses boxes bleues, elle va pouvoir faire son calpinage sur des zones beaucoup plus fines, et faire surtout un premier scénario qui dit, en l'état des choses, vous pouvez solariser que 20% de votre toiture parce qu'elle est très abîmée, qu'il y a des obstacles à tel endroit, et un deuxième scénario, avec une réparation, vous pouvez agrandir la superficie et récupérer un pan de votre toit qui n'était pas aujourd'hui solarisable, qui peut le devenir avec un simple entretien de votre toiture. Et le dernier usage, pour terminer, c'est que si on est capable de détecter de l'usure et de la moisissure sur une tuile ou sur une ardoise, on est aujourd'hui en mesure aussi de venir faire des choses. Donc là, c'est plutôt de la compétence communale, de venir numériser du cimetière. Donc aussi un autre moyen de venir amortir l'acquisition de ce PCRS, puisque c'est des budgets qui sont alloués à cette numérisation de plans de cimetière qui peut se faire par ces modèles. Voilà, je pense que c'était le dernier usage, donc si vous avez des questions. Merci Sofiane. Alors, il y a quelques questions, effectivement. La première, les modèles de détection de Birdia sont-ils en open source ? Les modèles les usages que je viens de vous citer ne sont pas en open source, parce que c'est aussi le fruit de nos travaux de recherche, et que nous, on est une entreprise, même si on est rattaché à un laboratoire semi-public, on est quand même une entreprise privée. Mais par contre, on mène des travaux de R&D avec des collectivités. Par exemple, on a travaillé sur un sujet de détection de plantes invasives en Nouvelle-Aquitaine. Et là, pour le coup, vu que c'était un financement qui a été fait par la commune, ce modèle-là sera en open source. Donc, c'est vraiment au cas par cas sur les modèles. Ok, très bien. Comme on a un petit peu de temps, je vais prendre d'autres questions. Peut-on imaginer fournir une telle solution pour que des artisans type couvreur puissent réaliser des devis simplifiés sur une toiture, par exemple, sans monter sur le toit? Oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Après, il y a des enjeux derrière, on l'a un peu évoqué, on a parlé un peu dans le chat de l'open source. La difficulté pour nous au départ sur ces images-là, quand on travaille avec la collectivité par rapport à nous, il n'y avait pas de sujet de RGPD, puisque la commande venait de la collectivité. Quand on fait une requête sur un PCRS à 5 cm sur une toiture, nous, il y a des travaux derrière qu'on doit mener pour s'assurer que l'image qui est renvoyée ne contient que la toiture. Donc, si vous remettez sur l'usage 5, pardon. En fait, là, ce qu'on va mettre à disposition des artisans, et une fois que chaque collectivité nous aura donné, bien sûr, son accord, ce sera uniquement la partie emprise avec la délimitation noire. Tout le reste sera masqué, flouté, pour respecter la RGPD. Mais effectivement, c'est un outil qui peut être utilisé à la fois par les artisans, mais aussi si vous-même, vous avez envie, en tant que particulier, de faire une requête, et il y aura un lien pour que vous puissiez le faire vous-même. Ok. Pouvez-vous faire également une identification du photovoltaïque sur toit ou au sol? Sur toit, oui.
Sur toit, on le fait déjà. Au sol, on le fait pas, mais je pense que l'IGN, peut-être que Guillaume peut amender, mais je pense qu'il y a déjà un modèle qui existe côté IGN qui fait ça très bien sur tout le photovoltaïque au sol. Guillaume, il me semble que tu me sembles que tu as raison, Sofiane, mais c'est pas mon projet. Ouais. Mais je crois qu'il y a un projet comme ça chose, mené en lien avec l'Institut Paris Région, mais je sais qu'il y a un modèle très opérationnel sur la détection du photovoltaïque au sol et sur parking. Qui est basé sur le CS, il me semble, mais je ne connais pas les détails. Ok. Il y a un commentaire de Romain Méhu sur l'ouverture des modèles de détection. On verra dans les questions-réponses, mais effectivement, Romain Méhu complète sa question avec un lien vers des travaux du CEREMA qui publie, lui, le code, effectivement, sur GitHub. J'imagine que vous connaissez, Sofiane, les travaux du CEREMA. Oui, on regarde ce qu'ils font. Ok. Et Eric, tu me dis, avec le PCRS actuel et les projets en cours, s'oriente-t-on vers une orthophoto 5 cm sur toute la région? Alors ça, c'est une question pour je ne sais pas très bien qui. Peut-être Jean-Pierre. Hein. Oui, je pense que si d'ici fin 2026, il y a pas mal d'acteurs encore qui vont produire du PCRS. Et l'idée, le travail qui va mener Datarantes, c'est de faire un flux agrégé justement de tous les PCRS disponibles dans la région Grand Est pour que les utilisateurs puissent avoir accès à ces données de manière très simple sur la plateforme Datarantes et l'intégrer aussi comme fond de plan pour les travaux de chaque collectivité ou des acteurs. Là, je pense que la question était un peu différente. Hein. Je pense qu'Éric posait la question de savoir si, à l'instar de ce qui a été fait en région Hauts-de-France, qui effectivement a lancé un projet PCRS raster à l'échelle régionale, est-ce que la région Grand Est aurait l'ambition, l'opportunité de lancer un tel projet en Grand Est? C'est-à-dire une orthophoto régionale à 5 cm. Je ne pense pas qu'il va le faire en ce moment. Il n'a pas fait avant. C'est un choix de la région Grand Est parce que, à ma connaissance, il y avait des projets déjà qui avaient déjà commencé à être produits dans la zone ouest de la région et qui étaient bien, qui avaient bien démarré. Donc voilà, la région, je pense, qui s'est positionnée plutôt en mode plutôt avec le fonds FEDER pour subventionner les projets histoire de aussi mutualiser les efforts et de coordonner avec les acteurs. Voilà. Bon, je pense que les contextes sont quand même assez différents entre la région Hauts-de-France et la région Grand Est, puisque en Hauts-de-France, il y avait une opportunité de financement sur un autre fonds européen que le FEDER. Oui, c'était pas FEDER, oui. Voilà. Et donc, tous les voyants étaient ouverts pour que la région Hauts-de-France, avec l'IGN, travaille sur une ortho régionale. Le contexte était assez différent en Grand Est, puisqu'il y avait déjà des acteurs qui étaient partis, il y avait déjà des orthos à 5 cm disponibles. Okay. Oui. Guillaume Valta de l'IGN. Par contre, ce qui sera possible, c'est qu'à partir du moment où des acteurs locaux en Grand Est ont un PCRS et qu'ils le mettent à disposition sous forme de flux, du moment que ces données sont correctement renseignées dans la base de suivi des projets de la NCT, le flux agrégé permettra d'accéder à l'ensemble de ces PCRS locaux un par un. Ah, ok, parfait. C'est très intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on peut... Je regarde dans les dernières questions. Pour les applications que vous avez présentées, donc je pense que la question est plutôt pour Sofiane, utilisez-vous le LiDAR HD en complément? Oui, on commence tout juste vraiment, ça date de mars dernier. Donc, on fait toujours notre détection sur le pixel et ensuite, on vient l'enrichir des données LiDAR qu'on trouve sur l'IGN. Et là, les usages sont la récupération des pentes des toitures, les hauteurs de végétation, notamment la commande qui nous avait été faite sur la végétation, c'était de connaître
les hauteurs de chacune des végétations pour mieux écrire un appel d'offres d'entretien, notamment sur les routes départementales et communales. Mais effectivement, c'est au tout début. Il faut juste prendre en compte une chose, c'est que le pixel, ça va très vite. Donc nous, on arrive par exemple sur une collectivité à traiter ça en 5 minutes, en rythme de croisière par kilomètre carré. Il faut compter plutôt 50 par kilomètre carré à date sur le LiDAR. Donc c'est des cycles un peu plus longs. Si on vous livre en une journée sur le pixel, il faudra compter une semaine sur le LiDAR. Ok, très bien. Eh bien, nous remercions chaleureusement les intervenants d'aujourd'hui avec Jean-Pierre et nous vous souhaitons un bel été et on espère vous retrouver le 4 septembre pour le prochain webinaire sur les solutions SIG open source. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.